is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Hello tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Salut tout le monde. Bienvenue pour cette nouvelle saison des Chroniques d'Alira. Je suis très très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe. Vraiment, c'est un vrai plaisir. J'espère que tout le monde a pris soin de lui pendant les vacances, que vous avez pu en profiter à fond et que vous êtes prêts à réattaquer cette année pareil à fond. Ça fait très plaisir en tout cas de voir qu'il y a plein de monde dans le chat. Salut à tous. Et pour ce lancement de nouvelle saison, j'ai la chance d'être accompagné par Gaëtan, Cyril et Virgile. Alors, ce qu'on s'est dit, même si je sais qu'il y a pas mal d'anciens, je vois qu'il y a Robsten qui fait coucou dans le, dans le chat, je sais qu'il y a pas mal d'anciens et qu'en fait vous les connaissez par cœur, vos formateurs, je pense qu'on accueille aussi des nouvelles personnes parmi nous aujourd'hui. Et pour ces nouvelles personnes, je voudrais qu'on puisse présenter nos chroniqueurs pour la saison qui s'ouvre. Donc moi je suis Jérémy Vauquier, je suis le président d'Alira que j'ai créé il y a maintenant 5 ans. C'est maintenant plus de 1500 personnes qu'on a formées pour tout l'écosystème. C'est une passion au quotidien. Et du coup, on a réuni un peu une dream team pour l'école et pour les chroniques que je vais chacun laisser se présenter. Peut-être, tu veux commencer Gaëtan ? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous du coup. Donc je m'appelle Gaëtan et je suis formateur chez Alira depuis, je crois que ça va faire 2 ans. Là. On va fêter mon 2e anniversaire dans le mois qui vient. Je suis formateur dans 2 formations importantes qu'on a chez Alira, la formation finance décentralisée ou DeFi et la formation consultant blockchain. Donc je fais ces 2 formations depuis 2 ans également. Je suis là depuis le tout début ou presque de ces 2 formations. En autre activité dans l'écosystème, je suis également Community Helper chez APWine, qui est un protocole DeFi. Donc Community Helper, c'est des gens qui aident la communauté à comprendre comment fonctionne le protocole. Parce que croyez-moi, c'est pas si simple. Et je suis aussi Tech Advocate. Surtout APWine, voilà, qui est un peu un protocole de DeFi de layer 2, on va dire ça comme ça, de couches plus compliquées que les briques essentielles de la DeFi. Et ensuite, je suis Tech Advocate de Comet. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais Comet, c'est une entreprise qui fait plein de choses, des jeux vidéo sur la blockchain, mais aussi de l'infrastructure extrêmement intéressante sur les wallets notamment. Voilà, donc j'ai deux petits rôles dans l'écosystème, en plus de mes rôles de formateur chez Alira. Cyril, peut-être si tu veux continuer. Ouais, avec plaisir. Du coup, moi je suis aussi formateur chez Alira depuis 2 ans. Moi pour le coup côté développement, donc ça fait 2 ans que j'enseigne le développement blockchain chez Alira, qu'on met à jour le programme, qu'on essaie de faire en sorte d'avoir un maximum de personnes qualifiées, techniques,
pour s'introduire dans l'écosystème et pour faire en sorte que l'écosystème grandisse. Donc voilà, ça fait 2 ans que je suis chez Alira. D'un autre côté, j'ai commencé par une formation moi-même de développeur assez classique. Je suis parti dans la recherche un petit peu au CNRS. Et maintenant, je suis donc, en plus d'être formateur chez Alira, je fais pas mal de dev un petit peu en rogue de mon côté, 2-3 petits projets. Et du coup, on va parler aussi de la suite éventuellement avec Polkadot. Voilà, on va en parler un petit peu après. Parce que tu as été un envoyé spécial en terrain Polkadot. On t'a reconnu. Et on parlera de ça juste après. Virgile? Eh bien, bonjour tout le monde et enchanté pour ceux qui viennent d'arriver. Et me concernant, mon rôle chez Alira, c'est essentiellement un rôle de rédacteur. C'est principalement, je m'occupe d'une newsletter qui parle d'emploi dans le secteur de la blockchain, plus précisément. Et en parallèle de cette newsletter, je participe également au talk organisé par Alira et aussi à la veille technologique parce que on a tout un ensemble de formateurs à Alira, mais étant donné que la blockchain est un environnement où tout évolue très vite, eh bien, il faut assurer une certaine veille technologique pour rester à jour. Et c'est aussi un de mes rôles au sein d'Alira. C'est ça. Et comme vous le voyez, Virgile nous parle en direct de la Lune. Donc, il a une vision très, très globale sur l'écosystème. Ok. Et du coup, pour vous resituer, hein, même si je sais que parmi vous, il y a pas mal d'anciens, Alira, donc c'est l'école de référence en France sur la formation blockchain. On forme des développeurs, des consultants, des spécialistes en finance centralisée. On vient de lancer, en partenariat avec Nomix, un programme sur la tokenomics, qui est un programme qui nous avait été beaucoup demandé par notre communauté. Donc voilà, on quadrille vraiment tout le terrain sur la blockchain, aujourd'hui en tout cas. Peut-être que demain, on quadrillera d'autres secteurs, c'est ce que vous découvrirez dans les prochaines semaines. Je tease un peu. Mais aujourd'hui, on est vraiment la référence sur la formation blockchain. Vous pouvez aller voir notre site si ça vous intéresse, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Mais je voulais passer du coup au tout premier sujet, qui est Cyril, tu as été notre envoyé spécial, notre reporter en terrain Polkadot-esque. Comment ça s'est passé et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Déjà, premièrement, ça s'est vraiment très bien passé. C'était une très bonne expérience. Je vais en parler un petit peu plus longuement, histoire de détailler aussi ce qu'on apprend, le pourquoi j'y suis allé et tout. J'ai même préparé 3 slides, histoire au moins de pouvoir structurer ma pensée. Donc, je vais juste les présenter tout de suite. L'idée étant évidemment de ne pas non plus prendre 1000 ans avec ça, mais en parler un petit peu de manière... Pour contextualiser, donc tu étais à Polkadot Academy, qui est l'endroit où on forme les développeurs de l'écosystème Polkadot. Plutôt que de te dire que tu allais prendre des vacances durant l'été, tu t'es dit allez hop, je vais me faire un petit coup de Polkadot. Évidemment. Pourquoi ne pas travailler quand on peut travailler? C'est ça. Ok, bon, du coup, quelques petits points dessus. Qu'est-ce que c'est que la Polkadot Blockchain Academy? Globalement, de manière très résumée, c'est une formation dont ils ont volonté d'être très académique. Donc, on est dans une université, on est en présentiel, on est là pendant 1 mois, et le but étant qu'on apprenne toutes les bases académiques qui permettent en fait de développer sur la blockchain, et notamment sur les blockchains associées à Polkadot. En effet, comme dit Hélène, c'était à San Francisco, c'était dans l'université de Berkeley, donc c'est un terrain de jeu assez incroyable. Et par qui c'est organisé du coup cette Polkadot Blockchain Academy? C'est organisé par Parity, qui est une boîte qui a été fondée par Gavin Wood, qui est le fondateur donc, de Polkadot avec Parity, et aussi donc d'Ethereum. Il en avait notamment posé les bases du langage Solidity. Donc pour tous les développeurs Solidity qu'on a avec nous, forcément Gavin Wood, ça peut parler. Ok, et du coup, première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi y aller? Moi, je suis formateur du coup depuis 2 ans dans la blockchain, ça fait 3 ans que je travaille dedans. On pourrait se dire que globalement, je connais quand même pas mal de choses déjà. Ça pourrait être assez bizarre de passer de prof à élève. Le fait est que ce que j'y ai appris là-bas, c'est quelque chose d'assez différent de ce que j'enseigne moi-même, et c'est quelque chose de différent de ce que j'ai l'habitude de faire.
Pour plein de raisons. Premièrement, c'est un langage nouveau pour moi, donc on a codé en Rust pendant toute la durée du séjour. Et surtout, Rust, le point... c'est le langage dont on dit qu'il est très proche du métal, c'est ça qui est Ouais, fortement bah, cité, impardonnable, c'est ce langage-là. exactement. Tu as une sorte de compilation qui fait que tu es à peu près sûr et certain qu'une fois que tu as codé quelque chose, ce truc-là ne peut pas bugger. Ou en tout cas, il ne peut bugger que dans les conditions que tu lui donnes de bug. Dans Donc, l'intervalle, c'est- quand tu compiles une fois sur deux, ça plante parce que tu as oublié un type d'une manière ou d'une autre. Et... Exactement, exactement. Et une fois sur deux est très gentil. Mais et bon, globalement, l'idée d'aller là-bas, c'était aussi de faire avec du Solidity, on fait beaucoup d'applicatifs. On fait vraiment des applications décentralisées. Avec l'idée d'aller à Polkadot Blockchain Academy, c'était de faire aussi beaucoup plus d'infrastructures. Donc, créer vraiment une blockchain, coder pour une blockchain. Et donc, pour coder une blockchain, il faut avoir toute la panoplie finalement de connaissances qui permettent de coder une blockchain. Avoir des connaissances sur comment on code un consensus, comment coder un système de monnaie, comment coder les primitives cryptographiques qui vont permettre finalement d'avoir de la sécurité dans notre blockchain. Bref, globalement, tous ces éléments-là, pour moi, ils étaient extrêmement intéressants et ils rejoignaient aussi derrière ma volonté en fait d'en apprendre plus avec des sommités du domaine. Puisque comme c'est Parity qui a organisé le truc, on a eu des cours avec Devin Wood, on a eu des cours avec la plupart des grands de chez Polkadot, les Sean Tabrizzi, les Nuke, enfin des personnes qui sont importantes dans cet écosystème-là. Et donc apprendre avec eux était un plaisir, ma foi. Trop bien. Et enfin, juste pourquoi y aller aussi pour apprendre Polkadot avec les meilleurs. Pourquoi apprendre Polkadot parce que j'ai l'impression que c'est une technologie qui est cool. Globalement, je vais en reparler juste après, mais ils ont une technologie qui est très utilisée aujourd'hui, qui s'appelle Substrate, et qui est utilisée dans plein de cas d'usage. Et donc, du coup, ça rend le truc assez fun. D'ailleurs, je suis là, je voulais passer à ça. Et donc, du coup, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que j'y ai appris? Globalement, j'y ai appris pas mal de choses. Bizarrement, même sur les détails autour de la blockchain, alors que ça fait 3 ans que je tape dedans, j'y ai appris des trucs. J'y ai appris comment faire des UTXO, quel est vraiment techniquement, c'était moi, quel est techniquement le truc derrière cette technologie utilisée par Bitcoin. J'y ai appris vraiment ce que sont que les primitives, les SD 25519 qui sont utilisées un peu partout. Bref, il y a pas mal de choses en fait sur lesquelles on est vraiment rentré en détail et sur lesquelles j'étais assez heureux. Et ensuite, évidemment, on est parti sur des smart contracts. On est parti sur évidemment l'apprentissage de la blockchain avant même de commencer les smart contracts et l'ensemble de Polkadot. Il faut quand même avoir des connaissances en blockchain. Ce qu'on fait toujours, même chez nous aussi, chez Alira, il y a une nécessité d'avoir une introduction claire et soutenue. Et enfin, forcément, on a appris les technologies utilisées par Polkadot. Et globalement, il y en a une qui va être la plus importante, c'est celle de Substrate. Et celle de Substrate, globalement, c'est une technologie qui est assez cool. L'idée de Substrate, c'est d'avoir un système qui est une sorte de framework permettant du coup la création de blockchain à part entière. Donc du coup, une fois qu'on utilise Substrate, on est en capacité de créer des blockchains. On pourrait se dire, oui, mais on est déjà capable de créer des blockchains avec beaucoup d'autres outils, comme par exemple Get, qui est utilisé sur Ethereum. On peut créer notre propre blockchain. On pourrait en créer avec Hyperledger, on pourrait en créer avec la mal d'outils. Le fait est que Substrate, il a pas mal d'intérêt. Déjà, premièrement, il est complètement open source et il regroupe un ensemble de solutions qui permettent en fait la réutilisation de certains composants qu'on va appeler des palettes. Et donc, du coup, cette histoire de palettes, cette histoire d'outils permet en fait de créer des blockchains qui sont complètement personnalisées à un usage, qu'on peut aussi nous-mêmes personnaliser si on sait mettre les mains dans le cambouis, comme on l'a appris. Et donc, du coup, on peut créer des blockchains qui ont des usages particuliers. Et ce truc-là s'embarque très bien avec Polkadot, puisque Polkadot est un système. Hop là, je vais juste passer à la diapo suivante. Polkadot est un système un petit peu comme ça, où on va avoir une sorte de relay chain. Donc, c'est une blockchain qui va être la blockchain des blockchains, dans lequel on va pouvoir plugger d'autres blockchains. Et la plupart du temps, ces blockchains qu'on va plugger vont être ce qu'on appelle des app chains. Ce sont des blockchains qui sont complètement personnalisés à un usage en particulier. Et cet usage en particulier, eh bien, en fait, il est bien plus performant en étant une app chain qu'en étant une blockchain généraliste, puisqu'on va pouvoir coder à l'intérieur même de la blockchain nativement des transactions qui vont permettre les applications qu'on veut. Bref, ce truc-là, il est assez performant et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Substrate est pas mal utilisé.
Il est utilisé dans Polkadot, dans ce monde-là, Polkadot et Kusama liés, mais il est aussi utilisé ailleurs. Par exemple, s'il y en a certains qui s'intéressent à Starknet aujourd'hui, bah, en fait, Starknet aujourd'hui peut avoir notamment des relayers et pas mal d'outils. Et bah, pour ça, il faut coder des blockchains pour pouvoir utiliser Starknet. Et par exemple, une de ces blockchains-là qui va permettre d'envoyer des données à Starknet s'appelle Madara. Et Madara a été codé avec Substrate. Donc du coup, tout l'écosystème blockchain en fait peut profiter de Substrate. Substrate, c'est juste un outil qui permet de créer des blockchains. À vous de faire à peu près ce que vous voulez avec. Et ce truc-là est vraiment cool et vraiment très utile en réalité. Donc on passe de je développe, toi ce que tu enseignes chez Alira, c'est notamment aux gens à développer des smart contracts, donc développer des applications pour la blockchain Ethereum. Là on passe de je développe des applications à finalement je développe une blockchain directement à travers Substrate. C'est ça l'idée quoi. Exactement. Exactement, et avec Substrate, du coup, tu peux créer des blockchain applications. Donc en plus de ça, ça a un effet, un double effet qui se coule, où tu crées de l'infrastructure et tu crées de l'applicatif aussi. Et moi, j'avoue que c'est un double effet qui se coule que je trouve très intéressant. T'as joué en fait un petit peu le rôle de core dev pendant quelques semaines, qui est super intéressant, qui sont les personnes, peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais un core dev, c'est les personnes qui développent l'infrastructure de la blockchain. Donc, comme on l'a dit, il y a deux types de développeurs. Il y a les développeurs applicatifs qui développent les applications, puis après, il y a les vrais badass derrière leur clavier qui développent les blockchains en tant que telles, quoi. C'est ce qu'on appelle les core devs, c'est ceux qui développent l'infrastructure des blockchains. Et c'est un peu ce rôle-là que tu as joué dans un premier temps, en tout cas. Ouais, globalement, c'est ça l'idée. En tout cas, c'était ma volonté en allant là-bas, c'était de pouvoir justement être au top sur les questions de core dev. Après, voilà, j'ai pas non plus recréé une blockchain à part entière, mais enfin, ou à peu de choses près, mais on n'est pas. La volonté, en tout cas, c'était d'aller vers ça et vers vraiment de la connaissance technique et opérationnelle sur ce que c'est qu'une blockchain et pas juste sur ce que c'est qu'une application blockchain. Et donc voilà, c'était plutôt très cool. Et juste pour parler un petit peu du coup du reste, de comment on pouvait s'y sentir dans ce genre de truc, et est-ce que je le conseille? Clairement, c'est une formation que je conseille à tous, notamment parce que c'est une formation qui est gratuite. Le problème étant qu'il faut pouvoir rester un mois dedans. Mais en fait, elle est gratuite tout simplement parce qu'ils ont envie qu'il y ait des développeurs sur la technologie. Donc en fait, ils payent pour que les gens utilisent leur technologie. Il y a plein de trucs que je pourrais redire sur leur technologie avec lesquels je ne suis pas forcément en accord. Avec Polkadot, je ne suis pas forcément toujours en accord avec le système monétaire qu'ils ont, le système d'inflation qu'ils ont. Je ne suis pas forcément toujours en accord avec les choix qu'ils font. Là, par exemple, il y a 2 jours, ils ont décidé là, ce que je suis en train de montrer, Substrate. Alors, en fait, c'est l'outil qui permet de créer des blockchains et Polkadot utilise Substrate pour pouvoir créer des blockchains à part entière. Aujourd'hui, ils ont décidé de merger Polkadot et Substrate. Et donc, du coup, le produit qui était Substrate à la base indépendant est aujourd'hui mergé avec une technologie. Et c'est pas forcément ce qu'on pouvait souhaiter à la base, puisque ce sont 2 choses qu'on souhaitait séparer. Et aujourd'hui, tout ça, c'est lié à juste un élément qui s'appelle Polkadot SDK. Bref, il y a plein d'éléments qu'on pourrait redire, il y a plein d'éléments avec lesquels on pourrait être critique. Il faut toujours développer son esprit critique dans tous les cas, quoi qu'on fasse, quelle formation on prend. Mais il n'empêche que c'est une formation qui est très cool. Franchement, j'étais avec 80 personnes avec qui on était en train d'essayer d'apprendre des choses ultra tech. Tu travailles de 9h à minuit tous les jours et en fait, à la fin, tu en ressors grandi de plein de connaissances. C'est une genre de colonie de vacances pour adultes un peu énervé. Il y a 1 milliard d'anecdotes à part entière là-dessus. J'ai joué au poker avec un des fondateurs de Polkadot. Est-ce que tu as gagné? Est-ce que tu as gagné la partie de poker? J'ai gagné ma main. J'ai fait qu'une seule main. Après, je me suis barré. Il y avait trop d'argent. Donc voilà, il y a plein de trucs un peu marrants. On peut débattre. Les gens sont ouverts au débat et ils sont connaisseurs. Donc du coup, les débats sont intéressants. Non, c'est vraiment nice. Il faudrait peut-être rappeler que c'est sur sélection, parce qu'effectivement, c'est gratuit, mais c'est très dur d'y accéder, puisqu'il y a un concours à l'entrée. La sélection est assez dure. Là, il y avait, en gros, pour les devs, il y a eu plus de 1000 personnes qui ont participé à l'examen, donc plus qui avaient fait le dossier en amont. Et sur les 1000 personnes qui ont fait l'examen, on était 60 et quelques à être pris. Donc voilà, ça donne quand même une idée d'en effet la sélection. Mais bon, ça se fait. Si vous connaissez Rust, il faut connaître Rust avant. Vous n'allez pas là-bas pour apprendre Rust. Ce serait la pire des choses à faire. Mais si vous connaissez Rust, en effet, c'est vraiment sympa. Et voilà. Et sachant que du coup, tout ça, toutes les connaissances que j'ai apprises, normalement, à un moment, il y en aura des répercussions aussi chez Alira. On va essayer de faire en sorte d'avoir du contenu lié parce que voilà, ça peut être très intéressant, je pense, pour l'écosystème français
d'aller aussi vers d'autres solutions. L'applicatif Ethereum, c'est super. Et il y a plein d'autres choses qui sont super. Et c'est ça qui est cool avec la blockchain, c'est que c'est une technologie globale et qu'il y a plein de choses à apprendre partout. Et je pense que la formation, que ce soit pour moi, pour Gaëtan ou pour n'importe qui, même pour n'importe quel professionnel de la blockchain, on peut toujours aller plus loin, on peut toujours apprendre plus et apprendre de nouvelles choses. Donc c'est vraiment très cool. Voilà. J'aurais une question moi, pour toi, Cyril, un peu technique, mais sans l'être trop. Est-ce que ta vision a changé entre trois gros écosystèmes qui se battent un peu aujourd'hui, tu sais, pour cette vision un peu de layer 0 ou de blockchain des blockchains, qui est Cosmos, Polkadot et Ethereum avec ses rollups et ses layer 2. Est-ce que ta vision a changé entre avant et après la formation sur cette compétition-là? Et est-ce que tu places Polkadot différemment? Ouais, globalement, il y a 2 points un peu centraux là-dessus. Il y a un, comment tu le mets en place. Globalement, ce qu'on peut voir avec Ethereum, c'est que Ethereum est obligé de se mettre à jour en permanence pour accepter en fait ce côté statement layer qui permet en fait d'avoir une blockchain acceptant les autres blockchains. Ces mises à jour d'Ethereum sont longues à mettre en place et du coup ne sont pas optimisées pour ça parce que en fait ça a été créé par la suite après création d'infrastructures. Là où dans les solutions comme Polkadot et Cosmos SDK, tu te retrouves avec directement en fait des systèmes qui sont directement faits pour et donc c'est quand même plus optimisé. Les choses sont juste bien faites dès le départ. À côté de ça, j'avoue que j'ai une légère préférence pour Polkadot par rapport à Cosmos, puisque ce sont les deux grands systèmes de Layer 0. Notamment pour une raison de décentralisation, pour une raison de gouvernance on-chain. Je trouve que la solution de Polkadot est beaucoup plus jolie. Et leur outil, le Substrate, est merveilleux. Enfin, pour le coup, c'est vraiment... T'es tombé amoureux de Substrate durant ton séjour. Là. C'est ultra difficile à utiliser sur plein d'aspects. Donc, du coup, tout prend du temps quand on veut coder. Mais en fait, quand on code, on comprend ce qu'on fait et c'est un côté très satisfaisant de réussir à faire marcher ce qu'on voulait faire. Et ouais, du coup, ça rend le truc vraiment beau en fait à utiliser en tant que développeur. T'as déjà regardé un peu le concurrent Tendermint côté Cosmos, pas parce qu'il paraît aussi qu'il est très facile à utiliser et très aimé des développeurs. Je peux pas en dire beaucoup, mais ouais. Très clairement, Tendermint, et comme je disais, c'est l'autre grand concurrent. C'est plus pour des questions un peu pure blockchain et ethos que j'aurais tendance à me diriger plus vers Polkadot comme écosystème. Maintenant, dans tous les cas, ce qu'il faut voir, c'est que les applications sur l'un ou sur l'autre sont pas encore excessivement développées. Je veux dire, on ne parle pas en permanence des applications sur l'un ou sur l'autre. Enfin, elles n'existent pas du point de vue grand public. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. Il y a un travail à faire là-dessus pour les développeurs, aussi bien des applications que des SDK, donc du coup des systèmes de développement. Donc, ouais, donc voilà. Dans cet écosystème, la technologie fait pas tout. L'aspect social, il est hyper important. Et malgré la très bonne tech de Cosmos et de Polkadot, Ethereum et ses Layer 2 sont largement devant d'un point de vue social, en fait. Et au final, c'est aussi ce qui compte. Donc, bien sûr. Exactement. C'est pas le débat du jour, mais c'est important d'en parler, quoi. Et tu vois, tout à l'heure, quand je montrais le côté relay chain, la relay chain, elle est vraiment utilisée pour faire en sorte que toutes les applications partagent en même temps une même sécurité. Mais en fait, cette sécurité, elle est valable tant que, en fait, aucun acteur n'a envie de détruire cette sécurité avec un certain staking assez élevé. Aujourd'hui, Ethereum a la confiance des gens parce que justement, il y a beaucoup de gens qui vont staker et donc du coup, le consensus marche très bien, il est très sécurisé. Et c'est vrai que ça joue quand même beaucoup aussi aujourd'hui sur la confiance qu'ont les utilisateurs vers les blockchains. Enfin, je pense. Ça peut être sympa dans une autre chronique de faire un débat justement sécurité Polkadot contre sécurité Ethereum. C'est un non-débat qui prendra 20 minutes, donc c'est pour ça qu'on va pas le faire maintenant, mais ça peut être super cool avec tes nouveaux insights de faire ça. Carrément. Je vois que dans le chat, ça parle de Sola, on va pas finir. On va passer au sujet suivant, on va m'envoyer sur Solana si vous voulez bien. On a mis dans le chat le test de compétences dev par la personne qui l'avait demandé. En tout cas, hyper cool, Cyril, de pouvoir avoir ton retour là-dessus. Et je pense qu'effectivement, ça va pouvoir enrichir tes cours et permettre aux apprenants d'Alira d'être encore plus au point sur encore plus de sujets. Donc, vraiment trop cool. Justement, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure en introduction, mais donc, on est au moment de la rentrée d'Alira. Nos prochaines formations, elles auront lieu le 25 septembre. Elles débutent le 25 septembre. Si dans le chat, il y a des gens qui n'ont pas encore fait Alira,
Sachez que on présentera ces formations le 7 septembre au soir à 18h. On fait une webconf où on présente toutes nos formations. Donc nos formations, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on forme des développeurs, des consultants blockchain, des consultants DeFi, des spécialistes sur la tokenomics, qui est le dernier programme qu'on a fait avec Nomix. Et donc tout ça, et évidemment, on vous apprend aussi à gérer vos projets en utilisant les méthodes agiles parce que c'est important. Tout ça, on le présentera lors de nos webinars, du webinaire du 7 septembre. Je vous mets le lien si vous voulez vous inscrire au webinar. Hop là. Tchac. Vous avez le lien dans le chat. Si vous voulez intégrer l'écosystème blockchain, honnêtement, à mon avis, c'est la méthode la plus efficace et la plus directe. Est-ce que j'ai frisé encore, c'est ça? Ta voix, on t'entend, mais effectivement, la webcam a frisé. Ok, alors. Bon, l'essentiel, c'est la voix, donc c'est pas très grave. Je vais faire un petit tour de magie. Donc là. Ah, il est parti. Adieu, Jérémy. Ah bah, Bon, bah, on va prendre le c'était ça relais en le tour de attendant. magie. Ah, mais il revient. Préciser aussi que du coup, même si vous avez déjà fait Alira, donc il y a aussi un nouveau parcours de formation qui se lance à la rentrée, qui est un parcours tokenomics, qui dure, si je ne me trompe pas, il dure 10 ou 12 semaines. 10, ouais, c'est ça. Ouais. 10 semaines, c'est ça. Voilà, qui est un parcours de formation complet qui se fait en partenariat avec Nomix, donc un pignon sur rue dans l'écosystème en ce qui concerne la tokenomics. Donc c'est quelque chose de tout nouveau et qui démarre à la rentrée. Exactement. Ouais. Et donc ça, notamment pour les gens qui auraient suivi un parcours précédent chez nous, à mon avis, c'est une bonne suite de parcours. Vous allez apprendre à utiliser 4K, vous allez faire de la théorie des jeux, vous allez faire plein de choses vraiment chouettes. Donc voilà, si vous voulez jeter un œil, n'hésitez pas. Et si vous voulez prendre rendez-vous, allez, dernière chose, si vous voulez prendre rendez-vous avec un de nos conseillers formation, parce que vous avez des questions sur un parcours, que vous vous demandez s'il est adapté à votre profil, etc. On a des conseillers formation qui répondent de manière très précise à tout ça. Hop, vous pouvez prendre rendez-vous avec eux sur le lien que je viens de mettre dans le chat. Ils se feront un plaisir de répondre à vos questions. Plus vous vous y prenez tôt, mieux vous vous portez, parce que si vous avez besoin de mobiliser des financements, notamment CPF, c'est des choses qui s'anticipent toujours un peu. Donc, n'hésitez pas à regarder ça rapidement si vous savez que vous voulez participer à une formation chez nous. On verra là pour la formation Rust par Cyril. On discute. Allez, parlons de notre deuxième sujet d'actualité, qui est Base et Friendtech. Donc, qui sont les deux sujets qui ont un peu défrayé la chronique durant l'été. On revient dessus rapidement. Est-ce que Gaëtan, tu veux nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé sur ces sujets-là durant l'été? Oui, avec plaisir. Je vais commencer par présenter ce qu'est Base, et peut-être que je laisserai la parole à Virgile pour présenter Friendtech après. Parce que c'est effectivement les deux sujets principaux d'actualité qu'il y a eu, je dirais, depuis mi-juillet et tout le mois d'août. Alors Base, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un roll-up, donc un layer 2 de type roll-up qui a été déployé sur Ethereum par l'entreprise Coinbase. Donc c'est la toute première fois qu'on a une institution et une entreprise qui déploie un roll-up sur Ethereum. Donc c'est déjà assez remarquable pour le remarquer. C'est quand même une institution, même si c'est une institution crypto, qui fait confiance à Ethereum et qui développe sa propre blockchain, son propre roll-up, sa propre technologie, et qui l'a développé en se basant sur une technologie particulière qui s'appelle l'Optimism Stack, ou plutôt l'OP Stack. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Optimism, c'est un peu un fer de lance des optimistic roll-up. Ils ne sont pas les seuls, mais avec Arbitrum, ils ont créé un optimistic roll-up très connu dans l'écosystème, qui est une technologie de layer 2 particulière qui permet en fait de scaler Ethereum via les optimistic roll-up. Donc Base en fait a créé son propre optimistic roll-up en se basant sur le code, donc sur les core dev justement d'Optimism, mais en leur demandant entre guillemets l'autorisation. Alors ils n'ont pas vraiment demandé l'autorisation parce que c'est open source et n'importe qui peut utiliser l'OP Stack d'Optimism, mais ils ont fait un partenariat. Donc Optimism a fait un partenariat avec Coinbase pour en fait mutuellement déployer un roll-up et avoir un agrément commercial entre les deux. Cet agrément commercial, il y a quelque chose de très simple, c'est que, si je ne me trompe pas, 15% des bénéfices obtenus par Coinbase sur ce roll-up seront reversés à Optimism pour fonder, entre guillemets, continuer à développer le produit qui est Optimism.
Et en contrepartie, Coinbase recevra une petite partie des OP, donc des tokens OP de Optimism. Donc c'est une relation un peu à double partenariat. Optimism donne de ses tokens à Coinbase. Coinbase donne de ses futurs revenus de son roll-up à Optimism. Donc c'est vraiment une relation mutuelle. Et ça va dans une vision plus grande, qui est une vision que cherche à développer Optimism, qui est ce qu'on appelle la super chain. En fait, Optimism souhaite que plein d'entreprises, projets, applications diverses et variées créent toutes leurs roll-up basées sur la technologie OP-Stack, donc des forks d'Optimism, si vous voulez, et que tous ces optimistic roll-up puissent communiquer très facilement entre eux parce qu'ils partageraient une technologie commune qui s'appelle un séquenceur. Alors, c'est un peu technique, on ne va pas s'étendre aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais si tous ces roll-up partagent un séquenceur, ils pourront tous facilement communiquer les uns avec les autres extrêmement facilement. Et donc, on aurait tout un tas de roll-up qui seraient déployés sur Ethereum, qui seraient capables de communiquer entre eux et d'être plus ou moins cross-chain, si je simplifie, d'accord, d'être capable de faire une transaction sur l'un. Ethereum est en train de faire du Polkadot, quoi. Et ça revient un peu à ma question justement de tout à l'heure avec Cyril, c'est qu'en fait, Ethereum se développe dans cette vision d'avoir plein de blockchains qui se sécurisent sur elles-mêmes. La plupart du temps, ce sont des roll-up. On a plusieurs technologies de roll-up. Donc, on a les optimistic roll-up, notamment développés par Optimism. Puis, on a d'autres types de roll-up, notamment les zero knowledge roll-up, qui sont hors sujet pour aujourd'hui. Mais donc, Base est un optimistic roll-up et fait partie de cette vision de la scalabilité par layer 2 que possède Ethereum aujourd'hui. Voilà. Je voulais juste faire un petit rappel peut-être en 2 secondes sur ce qu'est un optimistic roll-up. Tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Et ça, on aura cette fondation pour démarrer. Donc un optimistic roll-up, c'est tout simplement une blockchain. Donc un roll-up, c'est une autre blockchain qui vient se sécuriser sur Ethereum. Quand on dit qu'elle vient se sécuriser, ça veut dire qu'elle vient publier 2 choses sur Ethereum. Elle vient publier son état à une fréquence donnée. Et elle vient publier toutes les transactions qui lui ont permis de passer d'un état A à un état B en permanence. Mais ces transactions, elle les compresse, si vous voulez, un peu comme un point zip sur un ordinateur classique. Elle les compresse, puis elle les publie sur Ethereum. Normalement, Ethereum est censé vérifier que l'état est bon, c'est-à-dire que l'état de l'optimistic rollup est bon. Mais dans le cas d'un optimistic rollup, justement, le principe, c'est qu'Ethereum ne vérifie pas. Ethereum, il reçoit l'état de la blockchain, du rollup, il reçoit les transactions et il lui fait confiance. Il est optimiste sur le fait que l'état que lui a envoyé l'optimistic rollup, est correct. Mais on laisse une période de 7 jours où on dit à tout le monde, écoutez, si vous avez trouvé un bug, si vous avez trouvé une faille ou que Optimism n'a pas joué le jeu et a publié un état qui n'était pas correct, eh bien on vous laisse 7 jours pour prouver que c'est faux, qu'il y a eu tricherie, si vous voulez. Et si jamais vous prouvez qu'il y a eu tricherie, vous serez récompensé parce qu'en fait, Optimism doit publier une sorte d'enjeu financier qui fait que si une faille est trouvée ou que Optimism cherche à tricher, cet enjeu financier est slashé et va au bénéfice de la personne qui a trouvé la faille, si je simplifie très rapidement. Donc ça, c'est un optimistic rollup. On est optimiste sur le fait que ce que fait le rollup est bon, mais on laisse quand même 7 jours à n'importe qui pour pouvoir le vérifier. C'est différent des zero knowledge rollup qui, eux, publient leur état, publient leurs transactions, mais publient également une preuve, donc une proof, une zero knowledge proof, pour attester que leur état est correct. Voilà, c'est un peu la différence. Il y a des débats de pour ou contre pour chacune de ces types de technologies, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais voilà ce qu'est Base, c'est un optimistic rollup qui est donc un fork de Optimism avec une collaboration, j'allais dire financière, entre Optimism et Coinbase. Moi, j'ai une question pour toi. C'est qu'est-ce que tu penses du fait que Coinbase, qui du coup est derrière cet optimistic rollup Base, ait choisi de mettre en place un rollup. Enfin, tu vois, si on compare à la stratégie qui a été déployée par exemple par un Binance ou même par un Crypto.com, qui eux, quand il s'est agi de faire des blockchains, ont fait finalement leur propre blockchain, c'était pas des rollups. Binance Smart Chain par exemple. Et là, on voit qu'un exchange, qui est finalement un acteur un peu similaire aux 2 précédents, fait quelque chose de similaire, mais plutôt que de faire sa propre blockchain, il fait un rollup. Si tu permets, Gaëtan. Vas-y. Il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est que faire un layer 2 d'Ethereum, pour la raison principale à ça, c'est que Ethereum, à l'heure actuelle, c'est la seule blockchain qui est actuellement autosuffisante. C'est-à-dire qu'elle génère suffisamment d'activités économiques et elle a une création monétaire telle que finalement, finalement, elle peut fonctionner par elle-même. Et la deuxième grande raison, la deuxième grande raison de pourquoi créer un layer 2 au lieu de créer sa propre blockchain, c'est que créer un rollup sur Ethereum, c'est une activité qui est vraiment très rentable. En soi, d'un point de vue opérationnel, on a juste besoin d'un séquenceur et de mettre en place des smart contracts sur Ethereum.
Et ensuite, bah, c'est facilement rentable puisque on peut réorganiser les transactions de manière à retenir uniquement celles qui rapportent le plus. Et là où on s'est rendu compte du potentiel des Layer 2, c'était lors de l'airdrop d'Arbitrum où la fondation Arbitrum a reçu plus d'1 million de dollars en quelques jours, tellement le Layer 2 le Layer 2 était actif. Donc, donc finalement, d'un point de vue risque-bénéfice, c'était beaucoup plus intéressant pour Coinbase de directement faire un layer 2 sur Ethereum. Et c'est créer son propre layer 2, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus utilisé à l'avenir, justement. C'est pas le point de justification que j'aurais choisi comme le plus. Les deux sont importants, mais moi j'aurais dit que le plus important, mon avis personnel en tout cas, c'est le débat entre créer sa propre blockchain ou créer un layer 2. C'est qu'en fait, c'est très très compliqué de créer sa propre blockchain. Pas techniquement, mais c'est très compliqué de la sécuriser. Quand tu es ta propre blockchain, il faut avoir tes propres validateurs qui font incentiver, qui font payer et qui doit avoir, si c'est du proof of stake, un enjeu suffisamment fort pour être sécurisé. Parce qu'au final, ce qui sécurise ton proof of stake, bah, c'est l'enjeu total la capitalisation totale de ta blockchain. Donc c'est très très dur de lancer une blockchain depuis zéro. On l'a vu, tout le monde a essayé, et la plupart du monde s'est cassé la gueule globalement. Hein. On a Ethereum et Bitcoin qui sont très loin en termes de capitalisation, mais les autres ont du mal à suivre. Alors que lancer un layer 2, c'est extrêmement facile. En fait, on utilise la sécurité d'Ethereum, on utilise les validateurs d'Ethereum, mais sa propre sécurité. On n'a pas besoin de déployer nous-mêmes notre sécurité. On n'a pas besoin de payer des validateurs, on n'a pas besoin de créer un token, de créer l'inflation, et ainsi de suite. Donc le vrai débat entre créer sa propre blockchain et utiliser un layer 2, c'est ça. C'est est-ce que vous avez la capacité de pouvoir vous sécuriser par vous-même et de lancer un réseau de validateurs? Et la réponse pour quasiment tout le monde, c'est non. C'est extrêmement compliqué à faire. Binance l'a fait, mais Binance, ils n'ont que 21 validateurs, c'est extrêmement centralisé et on pourrait dire que c'est assez très, très peu sécurisé parce que ça dépend du BNB. L'autre que tu as cité tout à l'heure, Jérémy, c'était Crypto.com, qui a voulu lancer sa blockchain avec Crow. J'en parlerai même pas, tellement ça ne mérite pas le titre de blockchain, à mon sens. Donc, on n'est pas du tout sur le même, sur le même choix technologique, en fait. Alors qu'un layer 2, on se base sur une sécurité déjà existante, sur celle d'Ethereum, et on a juste après à développer ces smart contracts derrière, entre guillemets, optimiser son layer 2 selon l'activité qu'on souhaite utiliser derrière. Mais on n'a pas besoin de lancer ce réseau de validation et de sécurité, et c'est ça l'énorme avantage. Et après, il y en a d'autres, comme ce qu'a cité Virgile, mais c'est vraiment le débat entre lancer sa propre blockchain aujourd'hui ou être un layer 2 ou être une parachain de Polkadot. Alors, pas une appchain de Cosmos, parce que c'est différent, mais le vrai débat, c'est entre une parachain de Polkadot qui dépendra de la sécurité du layer 0 ou un layer 2 d'Ethereum qui dépendra de la sécurité d'Ethereum. Cosmos, on ne dépend pas de la sécurité de Cosmos, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est ça le vrai débat aujourd'hui. Et moi, je pense que ce débat, il a quasiment été résolu parce qu'il n'y a plus grand monde qui crée ces blockchains aujourd'hui. Maintenant, tout ce qui se lance, c'est des roll-ups, des layer 2 ou des parachains. Mais le débat en 2023, il est quasiment acté. Alors, peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je le vois. Ouais, justement, tu fais très bien de préciser que chaque blockchain doit assurer sa propre sécurité et avec les layer 2, on n'a pas besoin, enfin, c'est Ethereum qui se charge de cette sécurité, justement. Et mais justement, ça permet de transitionner sur Frentech. Déployer un layer 2, ça suffit pas forcément. Il faut également créer des applications pour pouvoir justement générer de l'activité sur ce layer 2 là. Et l'application qui a énormément fait parler d'elle, c'est Frentech. Et en gros, le principe de Frentech, c'est justement de tokeniser son compte Twitter, enfin, en tout cas sa communauté sous forme d'action. Et le but c'est justement de créer un marché où les influenceurs peuvent créer leurs propres actions et laisser leur communauté s'échanger ces actions entre eux et puis avoir un prix des actions qui varie. Un peu de la même façon que BitClout qui a été lancé il y a plusieurs années, pour ceux qui s'en souviennent encore, où le principe était exactement le même. Et Certains disent que c'est un genre de OnlyFans, mais sur blockchain. ouais, et c'est exactement. Bah, Gaëtan, si tu peux expliquer plus en détail en quoi ça consiste. C'est ça, en fait, Frentech, ça se base d'abord sur Twitter et sur Base, donc c'est un peu à la croisée des chemins entre le Web 2 et le Web 3. Mais l'idée, c'est
depuis son compte Twitter, en fait, on crée un compte sur Friendtech, et pour que les gens puissent discuter avec vous sur Friendtech, pour avoir accès en fait à des moyens de communication privilégiés, ils doivent acheter votre part, alors maintenant ça s'appelle votre clé, votre key, mais c'est un sorte de paid group, moi j'appelle ça comme ça, ou de social token, qui permet simplement d'avoir accès à la personne, accès à du contenu privilégié. Donc imaginons que je suis, on va dire n'importe quoi, je suis Elon Musk, hein, j'ai 10 millions d'abonnés sur Twitter. Évidemment, je ne vais pas répondre aux 10 millions d'abonnés qui me posent des questions en DM sur Twitter. Je vais par contre sur Friendtech avoir un profil avec une part qui a un certain prix qu'on expliquera après. Et les gens qui possèdent ma part ont un accès privilégié à moi pour discuter avec moi. C'est pour ça qu'on parle un peu d'OnlyFans. Le principe d'OnlyFans, c'était d'avoir un accès privilégié à une personnalité pour avoir son contenu. Bon, pas pour le chatter, je ne connais pas très bien, mais pas pour chatter à ma connaissance. Là, c'est un peu l'idée d'avoir une relation privilégiée avec quelqu'un pour avoir du contenu exclusif, discuter avec lui, avoir ce qu'on appelle accès à une chat room qui permet à tous les possesseurs de parts d'avoir accès à cette personne. Et le modèle qui a été choisi par Friendtech, c'est qu'en fait, cette communauté soit extrêmement restreinte. Parce que plus il y a de personnes qui achètent votre part, plus le prix de la part augmente. Donc ça fonctionne sur une sorte de bonding curve, c'est un peu compliqué, mais sachez que la part d'après coûte toujours plus cher que la part d'avant. Donc si la première part coûtait par exemple, c'était en Ether, mais $10, si moi je l'achète, la part d'après, elle sera disponible à $15. Puis la part d'après à 18. Puis c'est exponentiel en fait. Donc là, mon calcul n'est pas très bon, c'est pas exponentiel. Mais plus la part d'après est toujours beaucoup plus chère que la part d'avant. Ce qui fait qu'aujourd'hui sur Friendtech, la 120e part, par exemple, coûte environ, je ne dis pas de bêtises, $2000. Vous voyez, donc c'est assez restreint, hein, puisque si vous avez une ce revenu-là, il va à toi en tant que créateur de contenu, c'est ça? Alors non, c'est assez particulier. Il va à la bonding curve, parce qu'en fait, la bonding curve, elle marche pour l'achat et elle marche pour la revente. Donc quand tu payes, tu mets de l'argent sur la bonding curve, ce qui fait que la personne, par exemple, j'achète la part à $2000. La $2000 est bloquée dans le smart contract de la bonding curve, ce qui fait que si quelqu'un veut sortir, si quelqu'un veut revendre sa part, il rend la part à la bonding curve et la bonding curve lui rend le prix de la part précédente. Donc il ne rendra pas $2000, il rendra $1900, si tu veux, le prix de la part d'avant. Ouais. Et chaque part vous coûte de plus en plus cher, et donc à l'achat, et quand tu vends, ça fait baisser le prix de la part sur le long de la bonding curve. Par contre, il y a quand même des frais. Donc, il y a 90% du prix de la part qui vont dans la bonding curve, et il y a 10% de frais. Sur ces frais, il y a 5% qui vont chez Friendtech, donc les créateurs de l'application, et 5% qui vont chez le possesseur du compte. Donc, si c'est mon compte à moi ou le compte d'Elon Musk, c'est Elon Musk qui gagne 5%. Et tu gagnes 5% sur l'achat et 5% sur la vente. Donc, c'est pour ça que c'est un peu particulier, mais le principe de Friendtech, c'est que pour gagner de l'argent, il faut inciter à ce qu'il y ait beaucoup de trafic, à ce qu'il y ait beaucoup de volume, parce que tu ne gagnes de l'argent que sur l'achat ou sur la revente de tes parts. Donc, c'est un peu particulier comme modèle, ça a été critiqué, mais peu importe. C'est une première expérience sociale que je trouve assez pertinente, mais elle est assez exclusive, comme je l'ai dit, parce que la bonding curve est faite, la formule de la bonding curve est faite, que c'est tellement exponentiel que la centième part coûte déjà $2000. Donc, vous voyez, on est vraiment sur du contenu hyper exclusif. Je pense pas que personnellement, que ça marchera sur le long terme. Sur la bonding curve. C'est ça qui est. C'est ça, évident juste, déjà, j'ai l'impression, là, sur la fin de l'été, il y a des gens qui disent que c'est un Ponzi. Justement, le principe de bonding curve, c'était le principal reproche qu'on faisait à Friendtech, et malheureusement, c'est aussi ça qui a causé sa perte, puisque ça ne peut marcher que s'il y a des nouveaux entrants. Mais dès le moment où il n'y a plus de nouveaux entrants, l'activité s'effondre et tout le monde se barre. Et c'est précisément ce qui est arrivé à Friendtech, qui a perdu la grande majorité de son activité par rapport il y a quelques semaines. Le pic d'activité, c'était vers le 21 août, mais aujourd'hui, il y a facilement 90% des utilisateurs qui ont quitté Friendtech, justement parce que l'activité s'est arrêtée. Et surtout, pardon, désolé. Le gros point noir en fait de ce système, c'est que le créateur de contenu il ne gagne de l'argent que s'il y a achat ou vente de ses parts. Donc il est incentivé, si vous voulez, à par exemple ne rien communiquer pendant 2 mois pour que les gens vendent leur part, pour que lui il touche les 5%, puis à de nouveau être actif pour que les gens rachètent sa part, puis à de nouveau revendre. Il n'est pas incentivé à communiquer en permanence de l'information parce que lui il gagne rien sur les parts une fois qu'elles ont été achetées, et il gagne rien du tout. Ouais, c'est pas un abonnement. On aurait pu avoir un truc avec un système d'abonnement, par exemple, qui crée un flux.
Exactement. Donc, il y a plein d'autres idées. Il y a la fameuse taxe Harbinger dont on parle de plus en plus dans les NFT qui serait intéressante, qui permet chaque mois justement de payer une partie du prix du NFT à l'auteur. Ça revient à un système d'abonnement si tu veux. Donc, le concept, il est cool. Le concept de social token, le fait d'avoir accès à quelqu'un, que ce soit un contenu privilégié, c'est intéressant. Mais l'exécution, je la trouve pas bonne chez Frentech. Alors, j'ai moi-même pas testé. Hein, j'ai juste lu ce que les gens en disaient. Donc, prenez avec des pincettes mon retour. J'ai pas testé. Parce que j'étais pas, je trouvais philosophiquement le concept ne m'intéressait pas, donc j'ai pas voulu tester. Mais je pense que ça va être repris par d'autres. Je suis sûr que Lens, par exemple, va reprendre le concept très très vite, sans doute avec une exécution bien plus intéressante, et soit un principe d'abonnement, soit une bond linker, mais avec un coefficient beaucoup plus faible, c'est-à-dire que ça coûte beaucoup moins cher et qu'on n'ait pas une exponentielle si intense. Ou alors de laisser le choix au créateur de lui-même paramétrer sa bond linker, c'est-à-dire est-ce qu'il veut avoir que 50 entre guillemets, abonnés plus pour lesquels il est prêt à répondre, ou est-ce qu'il va en avoir 1000, ou est-ce qu'il va en avoir 3000. Et lui pourrait régler sa bonding curve lui-même pour être capable de justement fixer son prix et le nombre d'abonnés qu'il souhaite atteindre. Donc c'est super intéressant, mais je pense que l'exécution n'est pas bonne avec Frentech. Et soit ils s'amélioreront eux-mêmes, soit ce sera repris par d'autres. On pourrait imaginer même Twitter, parce qu'Elon Musk, je pense qu'il a de grandes ambitions avec Twitter, ou Lens, réutiliser le système pour quelque chose d'intéressant. Mais en tout cas, le fait de la création des tokens même et des fameux social tokens rend toutes ces expériences possibles et vachement intéressantes. Ouais, c'est totalement d'accord avec Gaëtan sur ce coup-là. C'est clair que Frentech a été créé pour des raisons assez obscures, mais la partie enfin en tout cas l'expérience utilisateur sur Frentech était très bonne et enfin c'est-à-dire que dès l'inscription on n'avait pas besoin de retenir sa clé privée et les transactions étaient quasiment instantanées. Donc c'est très probable que ce soit repris par d'autres protocoles, notamment Lens comme vient de le dire Gaëtan. Puis ça ouvre en effet tout le champ de la social faille, où en fait pour l'instant aujourd'hui, en effet on a des systèmes d'abonnement si on a envie d'avoir du contenu particulier, ou alors on a des systèmes strictement gratuits et c'est la pub qui rémunère éventuellement les créateurs de contenu. Là en fait on se retrouve avec tout un système de finance complètement décentralisé, avec cette histoire de bonding curve, on fait confiance à un smart contract, on est trustless et on n'a pas de derrière advertisement qui viennent payer ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment un tout nouveau domaine en fait qui a été créé par Frentech et très certainement par d'autres tentatives avant. Mais c'est vrai que c'est un tout nouveau domaine et comme nouveau domaine, comme tout nouveau domaine, il y a des axes d'amélioration à avoir et c'est plutôt cool d'avoir ce genre d'applications qui sortent. C'est ça. C'est une bonne V0. En tout cas, je pense que c'est un bon prototype qui va sans doute lancer l'intérêt de beaucoup d'investisseurs et de développeurs sur le sujet. Carrément. Troisième sujet et dernier sujet pour notre chronique de retour. On va vous parler un petit peu des stablecoins. Alors les stablecoins, c'est vous savez, ces jetons qui sont supposés, quand tout se passe bien, avoir une valeur stable face au dollar ou face à un autre actif, l'euro, l'or, ce que vous voulez. Donc là, on a dit qu'ils étaient en ébullition. En fait, effectivement, les lignes ont pas mal bougé durant l'été, peut-être à bas bruit, mais néanmoins de manière assez significative. Est-ce que Gaëtan, par exemple, tu veux nous résumer un petit peu ce qui s'est passé sur MakerDAO, sur le DAI et ce protocole qui semble revenir, qui est un très vieux protocole, très vieux à l'échelle de la DeFi, et qui semble réoccuper le devant de la scène. Oui, avec plaisir. Et je commencerai par dire que les stablecoins, on en parle assez régulièrement dans les chroniques, mais même chez Alira. Et c'est pas pour rien, hein, c'est parce que c'est l'application qui a trouvé le plus de product market fit en fait dans la blockchain aujourd'hui. C'est vraiment le truc le plus utilisé dans la blockchain. Si on devait citer l'application phare de la blockchain aujourd'hui, c'est peut-être triste, mais c'est les stablecoins. Mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a plein de pays dans le monde qui subissent des inflations terribles, qui n'ont pas accès au dollar. Et en fait, le fait d'avoir un accès au stablecoin dollar, en tout cas, comme ça, de manière permissionless, c'est déjà une grande avancée pour tous ces pays. On ne s'en rend pas trop compte, nous, en tant qu'Européens, pas trop touchés par... Enfin, j'allais dire pas trop touchés par l'inflation, ça a changé maintenant, mais pas trop touchés par des problèmes monétaires ou autres. Mais c'est vraiment l'application number one de la blockchain, et c'est pas pour rien. Donc, sur Maker, justement, comme tu l'as dit, c'est un très vieux protocole. Donc, leur stablecoin, c'est le DAI. C'était un peu, je ne vais pas dire tomber dans l'oubli, mais tomber en désuétude ces dernières années par plein de concurrents un peu plus dégènes, un peu plus différents, bref, pour des raisons diverses et variées. Mais aujourd'hui, il revient sur le devant de la scène, notamment avec ce qu'on appelle le DAI Saving Rates. Donc, le DAI Saving Rates, c'est le compte épargne de MakerDAO, si vous voulez, le compte épargne du DAI.
qui avait été créé en 2018-2019 et qui permettait simplement d'y ranger vos die. Donc, c'est un smart contract où vous y parquez vos die dedans. Et Maker vous donnait un pourcentage, donc des intérêts sur vos die à chaque bloc, donc chaque jour, chaque heure, chaque mois, peu importe. C'était tombé à 0% pendant longtemps, pendant 2-3 ans. Mais avec le changement de la politique monétaire aux États-Unis, avec notamment les bons du Trésor américain qui sont passés à 5,5% si je ne me trompe pas, et MakerDAO qui a de plus en plus de collatéral qui provient de la finance réelle, de ce qu'on appelle des real world assets, des assets du monde traditionnel. En fait, Maker a investi de plus en plus de son collatéral dans ses bons du Trésor américain, qui lui rapportent 5,5%, et a donc décidé de retransmettre le gain qu'elle faisait d'un côté avec son collatéral aux gens qui possédaient du DAI. Donc, ils ont tout simplement décidé de redémarrer le DAI Saving Rate avec un taux extrêmement intéressant, puisque le taux est passé à 3,4% dans un premier temps. J'essaie de me rappeler l'historique. Donc, c'est-à-dire que sur l'argent que faisait Maker, on vous redonnait une grosse partie à vous, possesseurs de DAI, avec 3,4% de rendement. Ça a bien marché. Il y a eu pas mal de gens qui ont déposé dans le DAI Saving Rate. De mémoire, on est monté à 100 millions de dollars déposés sur le compte épargne du DAI. Mais c'était jugé non suffisant. Et le fondateur c'est pas le PDG, mais la personne la plus influente de Maker, qui s'appelle Rune aujourd'hui, a décidé d'aller plus loin pour promouvoir le DAI, qui est encore jeune, on va dire, dans l'histoire des monnaies. A décidé en fait de créer un Enhanced DAI Saving Rate, donc un compte épargne amélioré, et de dire tant qu'il n'y a pas assez de gens qui déposent sur le DAI Saving Rate, nous on gagne tellement d'argent avec les bons du Trésor américain qu'on va maximiser, on va augmenter artificiellement le taux du DAI Saving Rate. Et il a passé à 8%. Donc ça veut dire que toute personne qui possédait du stablecoin, DAI, pouvait le déposer sur le DAI Saving Rate et gagner 8% d'intérêt. Et 8% d'intérêt, ça, de manière très simple, ça a explosé tous les taux de rendement qu'il y avait sur la DeFi de manière safe. Parce qu'il y a des taux de rendement, on peut atteindre du 10-15%, mais c'est un peu des gènes, on prend des risques de smart contract et ainsi de suite. Mais 8%, c'était de très loin le meilleur taux qu'on avait aujourd'hui. Alors, peut-être que tout le monde ne connaît pas très bien MakerDAO, mais enfin, je te pose la question de manière un peu provocante. Est-ce qu'ils vont pas nous faire une Terra Luna? C'est un système qui n'a rien à voir. C'est vraiment, c'est dur à expliquer en 2 secondes, mais ça n'a rien à voir. C'est un système qui est surcollatéralisé, ce qui n'était pas du tout le cas de Terra Luna, où c'était un système un peu particulier de stablecoin algorithmique. Donc là, on est vraiment, le seul risque qu'on prend, c'est les risques de smart contract de Maker et le risque du collatéral. Et le collatéral, c'est pas tous, mais une grosse partie, c'est des crypto-monnaies dites connues, Bitcoin et Ether, et c'est des bons du Trésor américain. Donc on n'est pas du tout sur le même cas de figure que Maker. Après, ouais, autant je suis d'accord que le système de MakerDAO est complètement différent, mais pour répondre à la question de Jérémy, c'est justement là où ça devient intéressant. C'est que vu que le DAI Saving Rate s'est passé à 8% par an, eh bien, ça a incité énormément de monde à déposer dans le module, et ça a tellement bien réussi qu'il y a eu $1 milliard déposés en seulement 10 jours. Le seul problème, c'est que ça a généré énormément de dépenses du côté de MakerDAO. On s'attendait à ce qu'il y ait 81 millions de dollars de bénéfices annuels pour le protocole. Et avec justement cette hausse des taux, on a chuté de 80 millions de bénéfices attendus à seulement 2 millions. Et puis même, il y a les derniers papiers, notamment de Delphi Digital, expliquaient que globalement, il y avait même un risque qu'ils soient en perte, je crois, de 40 millions sur l'année, si je dis pas de conneries. Ouais. Mais en fait, globalement, leur système est quand même assez bien fait et leur système leur permet à terme de pouvoir s'adapter aussi. Le 8% n'est pas... En fait, ça ne s'est pas fini avec les 8%, donc l'histoire a changé depuis. Et ce qui s'est passé, en fait, il y a eu un arbitrage qui a été réalisé par beaucoup de gens, mais qui a été connu, mais utilisé plus qu'on ne le pensait. C'est que du coup, des gens ont emprunté du DAI à 3,4%, qui était le taux d'emprunt du DAI, pour le déposer sur le Enhanced DAI Saving Rate à 8%. Donc, on a eu une création de DAI massive et tout le monde est venu déposer très rapidement du DAI à 8%, alors qu'il n'empruntait qu'à 3,4%, qui était le taux initial, si vous vous rappelez de mon histoire. Donc, du coup, ils ont rapidement corrigé le tir. Ils ont décidé de passer de 8% à 5%. Alors, ça avait déjà été prévu, en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dès qu'on passait un certain pourcentage de DAI Saving Rate, on passait automatiquement de 8 à 5. Et quand on dépassera un autre pourcentage, on passera automatiquement de 5 à 3,4. Donc, on allait passer dans tous les cas à 5%. Mais par contre, ils ont corrigé le taux d'emprunt de 3,4% à 5. Donc, en fait, ils ont annulé cet effet d'aubaine qui avait d'emprunter à 3,4 pour déposer à 8. Ils ont passé l'emprunt à 5 et le dépôt à 5. Donc, ils ont arrêté cet effet d'aubaine. Il n'existe plus. Donc, les gens arrêtent de faire maintenant des boucles comme ça pour gagner de l'argent. C'est juste les gens classiques comme vous et moi qui peuvent posséder du DAI peuvent désormais le déposer sur le DAI Saving Rate et gagner 5% d'intérêt.
Et 5% d'intérêt, là, on est toujours, au jour où on en parle, on est toujours à 5% d'intérêt. Ça reste un rendement très bon, puisqu'on est quasiment sur le rendement du bon du Trésor américain. Et sachez qu'obtenir du bon du Trésor américain en tant que même français, c'est pas facile de déposer des dollars sur des bons du Trésor américain. Donc la blockchain permet cette facilité. C'est possible pour un français classique, mais là, en tout cas, via la blockchain, vous avez un proxy qui vous permet de l'obtenir. Et ce taux, il reste très très bon aujourd'hui dans la DeFi. Ouais, c'est ça. Après, faut juste veiller à ce que la principale préoccupation de MakerDAO en ce moment, c'est que ce module ne soit pas trop utilisé, parce que plus il est utilisé et plus le protocole dépense pour maintenir justement ces intérêts-là. Mais si jamais il devait vraiment y avoir un scénario catastrophe, la gouvernance va intervenir et ils trouveront forcément une solution. Ouais, faut pas oublier que MakerDAO, en effet, s'il y a DAO dans le monde, c'est parce qu'il y a une gouvernance et que pour le coup, elle est très très active. Les propositions sont quasiment quotidiennes. Mais c'est intéressant parce qu'au final, ils ont réussi aussi à rebooster en fait tout le système tout le lore autour des stablecoins et notamment du leur en fait. Et on parlait plus trop du DAI parce que il y avait le LUST, parce qu'il y avait plein de choses qui sortaient à côté. Et aujourd'hui, le DAI est carrément revenu. Et on parle du GHO ou de PayPal maintenant? Allez, Comme vous voulez. Gaëtan, tu On veux peut parler parler. du GHO? On peut parler du Go, peut-être que Virgile il sera. Ouais. Du coup, t'as bien suivi l'histoire du Go ou pas? Moi, j'ai suivi, mais je peux te laisser la parole, Virgile. Alors l'histoire du Go. Alors pour le Go, c'est le stablecoin émis par le protocole AV justement, où en gros le principe est globalement le même que MakerDAO. C'est-à-dire que c'est un stablecoin surcollatéralisé où le but c'est justement de donner des alternatives pour les stablecoins qui existent actuellement. Et alors, je vais essayer de vous retrouver le tableau. C'est un tableau qui a été créé par Token Logic qui permet de suivre les évolutions du Go. Et on peut voir qu'il a été déployé vers mi-juillet et qu'au bout d'environ un mois et demi d'activité, on est à 25 millions de dollars de Go qui ont été émis. Et, Ce qui est considéré comme peu en fait par rapport aux attentes qu'avait AV initialement. Ils ont mis un plafond à 100 millions d'émissions et aujourd'hui ils ne sont qu'à 20 millions émis. Mais il y a une raison à ça qu'on va peut-être expliquer, mais qui est justement liée avec le DAI saving rate qui est en parallèle. C'est-à-dire que si on parle des deux en même temps, c'est pas pour rien. C'est que le Go en fait quand il est émis, quand vous le mintez, vous payez un taux d'intérêt qui est fixé par le protocole et c'est la DAO de AV qui le choisit. Et ce taux il a été à 1,5%. C'est ça, Virgile, si je ne me trompe pas, c'est 1,5%. C'est variable en fait. Il est à 1,5% si on ne possède pas d'AV, mais par contre, si on possède des AV dans ce qui s'appelle le settlement view, on peut le baisser à 1%. D'accord. Bon, et prenons le cas simple où on n'a pas d'AV. Dans ce cas-là, il est quand même fixe à 1,5%. On est d'accord? Oui, globalement, oui. Ok, c'est ça. Donc il est à 1,5%, il est fixe, mais par contre, il peut être modifié par la DAO. Donc si la DAO de AV décide de changer ce taux, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, ils peuvent le changer, le passer à 2,5, qui est ce qu'ils veulent faire là, je crois, dans les prochaines semaines. Et du coup, on a eu un arbitrage à cause du DAI saving rate où les gens ont emprunté du Go à 1,5% pour le vendre contre du DAI et déposer le DAI à 8 ou à 5%. Et cet arbitrage, si vous voulez, il a créé une pression baissière très importante sur le Go, parce que tout le monde vendait du Go pour acheter du DAI, ce qui fait que le Go a perdu son peg. Donc aujourd'hui, il s'échange de mémoire, c'est longtemps que je n'ai pas checké, mais à 0,97, 0,98 $, c'est ça? Ouais, Quelque chose comme ça. Voilà. Et en fait, du coup, les gens ne minent plus du Go parce que quel est l'intérêt de minter du Go à 1 $ alors que vous pouvez l'acheter à 0,97 $? Donc plutôt que de minter du Go, les gens en achètent. C'est pour ça qu'on a plafonné à ce fameux 27 millions et qu'on s'attendait à bien plus de Go minté, mais de par le fait qu'on ait une pression vendeuse, les gens ont plus intérêt à acheter du Go plutôt qu'à le minter. Ce qui explique un peu ce problème qu'on a actuellement sur le Go et le fait que la DAO d'AV est en train de réfléchir à deux choses. Donc, monter ce taux d'intérêt pour le passer à 2,5%, si je ne me trompe pas. Et peut-être d'autres modifications que je ne connais pas parce qu'ils ont mis en pause actuellement le mintage de Go, non? Si je ne me trompe pas, Virgile. Là, c'est mis en pause. Oui, c'est en pause, mais en fait, c'était juste un bug. C'était juste un bug avec des Ça. intégrations de souvenirs. Donc, C'est vrai, c'est pas lié. c'était juste une pause de quelques jours. Ok,
Ok. Donc oui, ils sont en train de réfléchir à comment corriger ça, mais dans tous les cas, ça reste un nouveau stablecoin dans l'écosystème et c'est positif pour la diversité et le risque des stablecoins dans le milieu. Ça ressemble vraiment à l'idée de Maker, hein. C'est vraiment un stablecoin créé par de la crypto collatéralisée, sauf que Maker se développe de plus en plus vers ce qu'on appelle les RWA, les Real World Assets, donc comme les bons du trésor américain, là où chez AV, vous vous limitez à des collatérales crypto, puisque les seuls collatérales acceptés aujourd'hui, pour le moment en tout cas, ce sont des bitcoins, des USDC. Alors, l'USDC, c'est pas vraiment des cryptos, mais bref, vous avez compris. Du bitcoin, de l'Ether et ainsi de suite. Donc, on est sur un risque différent, mais une idée similaire. Hmm. Il nous reste D'ailleurs, 2 minutes pour parler de PayPal après. Ouais, c'est chaud parce que pour le coup, il y a pas mal de choses à dire hein, sur PayPal. Bah, vas-y, Le Cyril. fait que ça a été créé avec Paxos notamment, qui était originellement c'était ceux qui émettaient le BUSD et qui ont dû s'arrêter parce que bah, en fait c'est retrouvé interdit. C'est extrêmement intéressant parce que PayPal depuis longtemps ils essayent de s'implanter en fait dans le monde crypto. Ils avaient essayé déjà avec le Bitcoin et maintenant ils veulent vraiment faire en sorte que tout le monde puisse acheter directement depuis leur application. Avec n'importe quelle monnaie, on peut acheter du Pay USD, du PayPal USD. Donc c'est plutôt cool parce que nous, en tant que Français, par exemple, avec des euros, on pourra à terme acheter une crypto-monnaie stable directement sur PayPal. On pourra de fait échanger nos crypto-monnaies stables entre personnes d'un pays à un pays en connaissant la valeur de notre monnaie et la valeur contre quoi on échange. C'est extrêmement intéressant qu'un acteur comme ça se lance autant dans la crypto, parce que c'est un acteur qui est extrêmement important. Sur beaucoup de plateformes de vente en ligne, bah, en fait, PayPal existe, que ce soit sur eBay, que ce soit sur Amazon ou quoi que ce soit. En fait, PayPal est un moyen de paiement qui est très utilisé. Et donc, c'est cool parce que ça veut dire que nos cryptos, elles vont avoir un usage en monde réel. Et ça, c'est exactement ce que l'on peut souhaiter, j'imagine. Dans l'idée, c'est un véritable concurrent à l'USDC, un peu de Circle, hein. Donc c'est le même principe. C'est collatérisé par des vrais dollars en banque, des dollars en cash et des dollars sur des bons du trésor américain. Sauf que, comme dans le cas de Circle, c'est PayPal qui gagne le rendement des bons du trésor et qui ne les transmet pas aux détenteurs des cryptos en question. Mais c'est exactement le même principe. Et l'histoire qui est intéressante, c'est qu'à la base, ils voulaient se déployer sur Solana. C'est-à-dire qu'ils avaient un partenariat avec FTX pour déployer leur PUSD sur Solana en 2022. Je crois que c'était prévu dans les semaines qui ont suivi, c'était prévu pour les semaines après le crash de FTX. Donc, ils ont forcément reconsidéré leur business model. Ils ont abandonné Solana au passage. Et aujourd'hui, le Pi USD est déployé sur Ethereum uniquement. Je pense qu'ils vont le déployer sur les Layer 2 et ainsi de suite dans les semaines à venir. Mais c'est uniquement déployé sur Ethereum. Ils ont des problèmes d'adoption à court terme parce que pour l'instant, en gros, il n'y a pas grand monde qui en veut parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va en faire. Parce qu'il n'y a pas c'est compliqué de lancer un stablecoin au final. Il y a tout un aspect, en fait, comment l'appeler, adoption pour être dans les protocoles de DeFi. Voilà, tout un aspect intégration. Donc aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui en veut de ce stablecoin, mais c'est quand même intéressant de dire voilà, en 2023, on a une grosse entreprise comme PayPal qui s'intéresse à la crypto, encore une de plus, entre guillemets, qui nous prouve quand même l'intérêt de cette technologie, quoi. Ouais, c'est clair. Et normalement, c'est censé venir, juste comme tu en parlais, du fait que ce soit sur Ethereum, il ne faut pas oublier que du coup, ce sont des smart contracts qui codent pour ce truc-là. Les smart contracts sont déjà donc auditables, et on peut voir que le problème des smart contracts de stablecoin très centralisés, c'est que comme c'est centralisé, ils sont obligés de faire affaire avec l'ensemble des lois possibles. Et donc, du coup, il y a de quoi friser un compte et de quoi supprimer toute la balance d'un compte. Donc voilà, il faut faire gaffe. Là, pour le coup, c'est vraiment pas du tout trustless. Vous êtes obligé de faire confiance à l'interlocuteur, donc en l'occurrence à PayPal. C'est ça. C'est vraiment un concurrent à l'USDC avec les mêmes types de risques de censure. Mais c'est un stablecoin centralisé, il faut le savoir, mais ça reste intéressant. Allez, on va conclure cette séance de reprise des chroniques. Donc, pour rappel, les chroniques d'Alira, c'est tous les jeudis à 12h30. C'est votre petit condensé commentaire d'actualité par toute l'équipe d'Alira. On aura sans doute des invités dans les prochaines semaines. Et puis, vous allez voir différents chroniqueurs issus de toute la team d'Alira. En tout cas, c'était très, très cool de faire cette séance avec vous. Merci d'avoir été là. Je vous remets dans le chat à l'instant les coordonnées si vous souhaitez participer à nos prochaines sessions de formation. Elle s'appellera Finet et elle aura lieu à partir du 25 septembre sur tous nos parcours, consultants, développeurs, finances décentralisées et le petit nouveau Tokenomics.
Je vous ai mis dans le chat le lien pour s'inscrire au webinaire qu'on fait le 7 septembre là-dessus et aussi le lien pour prendre rendez-vous avec nos conseillers si vous voulez en savoir plus. Voilà, et il me reste à vous dire merci à tous d'avoir participé à ce live. Merci à toute l'équipe d'Aliera d'avoir été là. Et puis, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas déjà mangé. Carrément. Salut à tous. Merci à tous. À la Salut semaine tout le prochaine. monde.